Éduquer un enfant, c'est un peu comme apprendre à jardiner. Il faut de la patience, de l'amour, du soin, mais aussi une certaine fermeté pour que la plante pousse droite, solide, et libre à la fois. Pourtant, beaucoup de parents, d'éducateurs ou de professeurs se sentent aujourd'hui perdus entre deux extrêmes, le laxisme, où tout est permis, et l'autoritarisme, où l'on impose sans écouter. L'éducation bienveillante se présente alors comme une boussole, mais elle est souvent mal comprise. Certains pensent qu'elle consiste à tout laisser passer, à éviter toute frustration, à ne jamais dire non. Or, c'est tout le contraire. Être bienveillant ne signifie pas être permissif, c'est accompagner avec douceur tout en posant des repères solides. Une éducation bienveillante sans laxisme repose sur un équilibre subtil, écouter sans céder à tout, accueillir les émotions sans les confondre avec des caprices, poser des limites sans écraser. Dans cette vidéo, nous explorerons 5 principes simples pour pratiquer cette forme d'éducation. 5 piliers pour guider avec empathie sans perdre son autorité naturelle, pour semer la confiance sans renoncer à la structure. Ces principes ne sont pas des règles figées, mais des outils vivants, à adapter selon les situations, les âges, les personnalités. Principe numéro 1, accueillir les émotions sans tout excuser. L'un des premiers défis de la bienveillance éducative, c'est de savoir accueillir les émotions de l'enfant. L'enfant ressent tout intensément, la colère, la peur, la frustration, la joie. Ces émotions sont normales, mais souvent déroutantes pour l'adulte. Quand il crie ou pleure, notre réflexe peut être de le faire taire, ce n'est rien, arrête de pleurer. Pourtant, ignorer l'émotion ne la fait pas disparaître, elle se transforme simplement en tension, en opposition ou en repli. Accueillir les émotions, c'est permettre à l'enfant d'exister pleinement. C'est dire en filigrane, tes émotions ont de la valeur, même quand elles me dérangent. Mais attention, accueillir ne veut pas dire tout excuser. Comprendre qu'un enfant est en colère n'implique pas d'accepter qu'il frappe ou crie sur tout le monde. C'est ici que se joue l'équilibre, reconnaître sans justifier, écouter sans céder à tout. Par exemple, un soir, Anna crie parce qu'elle ne veut pas aller se coucher. Son père se met à son niveau et dit calmement. Tu es en colère parce que tu veux continuer à jouer. C'est difficile d'arrêter, je comprends. Mais c'est l'heure de dormir. Il ne cède pas, mais il accueille ce que sa fille ressent. Peu à peu, la tension baisse. Cet exemple illustre que la reconnaissance émotionnelle n'est pas une faiblesse, c'est une manière d'apaiser pour mieux guider. L'accueil des émotions apprend à l'enfant à se connaître et à se réguler. Il découvre qu'il peut ressentir intensément sans perdre le lien, et qu'un non n'est pas un rejet, mais une frontière protectrice. Principe numéro 2, poser des limites claires et cohérentes. Les limites sont essentielles à la sécurité émotionnelle de l'enfant. Contrairement à ce que l'on croit parfois, elles ne le contraignent pas, elles le rassurent. Un monde sans repères serait un monde inquiétant, car l'enfant ne saurait plus jusqu'où il peut aller. Poser une limite, c'est dire « je suis là, je veille, je te protège, y compris de toi-même ». C'est une forme d'amour en action. Mais pour être juste, les limites doivent être claires, cohérentes et constantes. Un non qui devient un bon, d'accord sous la pression du cri ou de la fatigue perd sa valeur éducative. L'enfant comprend vite que la règle dépend de l'humeur du jour. À l'inverse, une limite posée calmement et maintenue avec douceur devient un repère stable. Par exemple, Jules, 6 ans, réclame des bonbons avant le dîner. Sa mère lui dit simplement « Je comprends que tu en aies envie, mais c'est pour après le repas ». Il insiste, râle, puis finit par se calmer. Le cadre reste ferme, mais sans confrontation violente. Ici, la limite n'est pas négociée, mais elle est posée dans un climat de respect. L'enfant apprend la frustration sans se sentir rejeté. Les limites ne sont pas là pour contraindre, mais pour aider à grandir. C'est à travers elles que l'enfant construit sa capacité à différer, à se maîtriser. Principe numéro 3, cultiver la communication respectueuse. La manière de parler à un enfant est tout aussi importante que le contenu du message. La communication bienveillante ne consiste pas à tout expliquer longuement, mais à choisir des mots qui relient au lieu de séparer. Les phrases blessantes « tu es insupportable »,« tu me rends fou » ferment la relation, les phrases descriptives « je suis fatigué quand tu cries »,« je n'aime pas quand tu jettes tes jouets » ouvrent un dialogue. Elle permet à l'enfant de comprendre l'impact de ses actes sans se sentir jugé dans son être.
La communication bienveillante repose aussi sur l'écoute active, se mettre à la hauteur de l'enfant, reformuler, montrer que l'on comprend ce qu'il ressent. Cela ne veut pas dire tout accepter, mais donner une place à la parole. Par exemple, Sophie, 9 ans, dit « Tu ne m'aimes plus, tu cries toujours ». Son père, au lieu de réagir brusquement, répond « Tu as l'impression que je t'aime moins quand je suis en colère ?» Cette reformulation apaise, car elle montre qu'il cherche à comprendre. La discussion devient alors possible. Une communication respectueuse transforme la relation éducative, elle installe un climat de confiance où l'enfant ose parler, et où l'adulte peut se faire entendre sans cri ni menace. C'est dans cette qualité d'échange que naît l'autorité naturelle, celle qui n'impose pas, mais inspire l'écoute. Principe numéro 4. Préférer la réparation à la punition. Dans la logique punitive, l'enfant apprend surtout à craindre la sanction. Dans la logique réparatrice, il apprend à prendre conscience de ses actes. Punir, c'est souvent chercher à faire obéir rapidement. Réparer, c'est chercher à faire grandir durablement. La réparation consiste à responsabiliser sans humilier. Elle transmet l'idée qu'une erreur peut être corrigée, qu'un geste peut être amendé, qu'un mot blessant peut être suivi d'une réparation sincère. Ce principe aide l'enfant à développer la conscience morale, non pas par peur de la punition, mais par empathie et engagement personnel. Par exemple, un jour, Thomas casse volontairement le dessin de son petit frère. Plutôt que de le priver d'écran, son père lui dit « Ce dessin comptait pour lui. Que pourrais-tu faire pour arranger ça ?» Thomas propose d'en refaire un ensemble. La réparation devient un acte de lien et de responsabilité. Ce type de réponse construit l'autonomie morale. L'enfant comprend que ses choix ont des conséquences, mais aussi qu'il a la capacité d'y remédier. C'est ainsi qu'il devient peu à peu acteur de sa propre conduite, et non simple exécutant d'une autorité extérieure. Principe numéro 5. Prendre soin du lien, et de soi. Éduquer dans la bienveillance ne peut se faire sans une attention au bien-être de l'adulte. Un parent ou un enseignant épuisé aura beau connaître tous les principes, il perdra patience, élèvera la voix, se sentira coupable. Cela ne fait pas de lui un mauvais éducateur, cela rappelle simplement que la bienveillance commence par soi-même. Prendre soin de soi, c'est accepter ses limites, s'accorder du repos, se pardonner ses erreurs. C'est aussi savoir dire à l'enfant « Je suis fatigué, j'ai besoin d'un moment de calme ». Ce genre de phrase enseigne la régulation émotionnelle bien mieux que 1000 discours. L'enfant comprend que les émotions ne se subissent pas, elles se reconnaissent et se gèrent. Par exemple, un soir, après une journée difficile, la mère de Lucas s'énerve et crie. Un peu plus tard, elle vient le voir et dit « J'ai crié parce que j'étais fatiguée, je regrette. » Ce n'est pas ta faute. Ce simple geste répare le lien et montre à l'enfant qu'on peut être adulte, responsable et imparfait. Prendre soin du lien, c'est nourrir chaque jour la relation, par la présence, le rire, la confiance. C'est ce lien solide qui permet à la fermeté d'être acceptée, et à l'amour d'être entendu. Car, au fond, l'éducation bienveillante sans laxisme n'est pas une méthode, c'est une attitude intérieure, celle d'un adulte qui choisit de guider avec conscience, d'aimer avec lucidité, et de grandir aux côtés de l'enfant, pas au-dessus de lui. Pratiquer une éducation bienveillante sans tomber dans le laxisme, c'est avant tout un chemin d'équilibre, jamais figé, toujours vivant. Ce n'est pas une suite de bons gestes à appliquer mécaniquement, mais une attitude intérieure qui évolue avec le temps, les contextes, et les personnes que nous accompagnons. Il n'y a pas de parent parfait, pas d'éducateur infaillible, pas de modèle unique. Il y a des intentions sincères, des essais, des ajustements, des moments de fatigue et d'autres élans. La bienveillance n'exige pas la perfection, elle demande simplement de revenir au lien, encore et toujours. Revenir au lien quand la colère a éclaté, quand la distance s'est installée, quand la culpabilité nous ronge. Car chaque instant peut redevenir une occasion d'apprendre, pour l'enfant comme pour l'adulte. Ce qui donne sens à cette démarche, c'est la confiance, confiance en l'enfant, en sa capacité à comprendre, à réparer, à grandir, mais aussi confiance en soi, dans la possibilité d'apprendre à chaque pas, de faire mieux sans se juger. C'est aussi la cohérence,
celle d'un adulte qui cherche à incarner ce qu'il souhaite transmettre: respect, écoute, authenticité.